J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Dans notre première émission que nous venons tout juste de partager, nous l'avons déjà évoqué, un cap sans précédent a été franchi. Oui, un moment charnière. L'Algérie vient d'amorcer un tournant décisif dans ses rapports avec la France et croyez-moi, c'est loin d'être anodin. Ce n'est pas une simple anecdote législative qu'on peut balayer d'un revers de main. Non, cette nouvelle loi adoptée par l'Algérie ne se limite pas à une condamnation symbolique du colonialisme français, elle va beaucoup plus loin. On n'est pas face à un texte qui se contente de dire « la colonisation, c'est mal ». Ce n'est ni un manifeste moralisateur ni un pamphlet idéologique. Ce texte, c'est une arme juridique, un levier concret, une base légale sur laquelle Alger entend s'appuyer pour exiger de Paris des réparations intégrales justes et proportionnées pour les souffrances infligées et les pertes subies, qu'elles soient d'ordre matériel ou moral, durant plus d'un siècle de domination coloniale. Et attention, l'affaire est codifiée. L'un des articles de cette loi va droit au but, il impose à l'État algérien de faire parvenir à la France une facture complète. Une note salée couvrant l'ensemble des préjudices liés à la colonisation. Ce n'est plus une question de mémoire, c'est une exigence officielle. Car selon ce texte désormais inscrit dans le marbre législatif, cette demande de compensation n'est pas une faveur à négocier, mais un droit sacré non négociable du peuple et de l'État algérien. Un tournant qui promet de sérieusement bousculer les relations entre Alger et Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est complètement inédit. Depuis son indépendance, l'Algérie n'a jamais réclamé de compensation monétaire pour le passé colonial. Jusqu'ici, sa démarche s'était limitée à demander une reconnaissance officielle des crimes perpétrés par la France et parfois des excuses formelles sur certains dossiers précis. Oui, des interventions concrètes ont été sollicitées, mais elles restaient circonscrites à des cas précis. Pensez aux 17 essais nucléaires réalisés par la France entre 1960 et 1966 dans le Sahara algérien. Là, l'Algérie n'a pas seulement exigé une reconnaissance des dégâts causés, elle a également demandé le nettoyage des sites et une indemnisation pour les victimes directement exposées aux radiations. Et ce n'est pas tout. D'autres expérimentations, cette fois chimiques, ont eu lieu à Namous du côté de Béchar. Là encore, la question de l'argent est présente. Mais au-delà de ces deux épisodes, je dis bien au-delà de ces deux dossiers emblématiques, aucune autre réclamation financière n'avait jamais été formulée. Jamais l'Algérie n'avait exigé que la France verse de l'argent, finance des réparations ou compense financièrement les torts et les crimes causés par les forces coloniales. Jusqu'à aujourd'hui, c'était le silence sur le plan financier, un tabou presque absolu. Il faut bien mesurer la portée de ce qui se joue ici. On est face à une exigence totalement nouvelle, audacieuse, disruptive, presque explosive, qui risque sans surprise de raviver les tensions déjà fragiles entre Alger et Paris. Car une chose est certaine, la loi est désormais votée, elle est entrée en vigueur, elle est là. Mais elle reste pour l'instant bancale, je l'ai déjà souligné lors de la première émission. Ce texte pose un principe fort mais laisse un immense flou sur l'essentiel. Aucun cadre précis ni définit comment évaluer les pertes, comment chiffrer les souffrances, ni selon quels critères établir le montant des préjudices, qu'ils soient matériels ou immatériels, pour lesquels la France serait appelée à payer. Et c'est là que le bas blesse. Qui va calculer sur quelle base, avec quels outils? Une commission spéciale, une autorité nationale, un organe indépendant, une instance internationale, un dispositif commun franco-algérien? Rien n'est tranché, tout reste à inventer. Or, la loi insiste sur un concept clé et elle le martèle. Il s'agit d'exiger une réparation intégrale et juste pour l'ensemble des dommages qu'ils touchent aux biens, aux vies ou à la mémoire. Un objectif ambitieux certes, mais encore dépourvu de mode d'emploi. Il va falloir prendre le temps d'expliquer calmement parce que cette demande ne passera pas inaperçue. Elle va faire du bruit, occuper les débats, provoquer des crispations et alimenter une polémique majeure entre Alger et Paris. Pourtant, remettons les choses en perspective, ce scénario n'a rien d'inédit. Dans l'histoire contemporaine, ce n'est pas la première fois qu'un peuple marqué par la domination, la violence de masse, des crimes contre l'humanité ou une occupation brutale se tourne vers son ancien bourreau pour réclamer réparation. Les nations blessées l'ont déjà fait et à plusieurs reprises. Les précédents existent et ils sont documentés. L'exemple le plus parlant reste celui de l'Allemagne. En 2021, Berlin a conclu un accord officiel avec la Namibie, un État africain autrefois placé sous administration coloniale allemande.
Ce pays, situé entre l'Afrique du Sud et l'Angola, a obtenu une reconnaissance formelle des atrocités commises au début du XXe siècle. Car même si la présence allemande n'a duré que 4 années de 1904 à 1908, elle a laissé derrière elle un génocide reconnu, celui du peuple Herero. Résultat, l'Allemagne s'est engagée à verser 1 milliard d'euros étalés sur 3 décennies au titre de compensation. Les faits sont là difficiles à contourner, l'Allemagne est passée à l'acte. Un accord formel a été conclu avec l'État namibien prévoyant le financement de vastes projets de développement dépassant le milliard d'euros. Officiellement, on n'a pas parlé de réparation au sens juridique strict, mais le message est limpide. Il s'agissait bien d'une compensation financière destinée à répondre aux crimes commis contre la population namibienne durant la période coloniale. Un compromis sémantique peut-être, mais un engagement bien réel. Et ce n'est pas un vieux dossier poussiéreux, cette décision date de 2021, preuve que ce type d'accord appartient pleinement à notre époque. Autre précédent, lui aussi relativement récent, le cas britannique au Kenya. Dans les années 1950, la répression menée par les forces armées de la couronne a été d'une brutalité extrême. Arrestations massives, sévices, tortures notamment infligées aux membres du mouvement Mau Mau. Des décennies plus tard, Londres a fini par reconnaître une part de responsabilité. En 2013, le Royaume-Uni a présenté des excuses officielles et indemnisé 5200 victimes identifiées en leur versant plus de 25 millions d'euros. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Certes, on est loin des montants colossaux débloqués par l'Allemagne dans le dossier namibien, mais le principe, lui, est bien là. Des victimes ont été reconnues nommément identifiées et surtout indemnisées. Attention toutefois, seules les personnes directement touchées ont été concernées des survivants encore en vie ou dans certains cas leurs descendants. Autrement dit, la réparation s'est limitée aux victimes directes de la répression brutale exercée par l'armée britannique sans élargissement symbolique ou collectif. Et puis, il existe des précédents bien plus anciens, souvent méconnus du grand public. Prenez le cas du Japon et de la Corée du Sud. De 1910 à 1945, la péninsule coréenne a vécu sous une domination japonaise d'une extrême violence marquée par une occupation militarisée et meurtrière. Des femmes coréennes ont été arrachées à leur vie pour être réduites à l'esclavage sexuel au service de soldats japonais. Torture, sévices, crimes contre l'humanité, cette période sombre reste l'une des plus traumatisantes de l'histoire coréenne contemporaine. Tokyo a fini par admettre sa part de responsabilité. En 1965, le Japon a débloqué une enveloppe de 300 millions de dollars destinée à Séoul présentée comme une aide compensatoire. À cela se sont ajoutés environ 200 millions supplémentaires sous forme de prêts, dits préférentiels, à des taux presque symboliques censés contribuer à réparer les dommages laissés par l'occupation. Dans l'esprit des autorités japonaises, l'addition était réglée, le dossier classé, la page tournée. Sauf que du côté sud-coréen, le compte n'y était pas. Et il ne l'est toujours pas. Depuis lors, les relations entre les deux pays restent marquées par une tension persistante. Séoul ne cesse de remettre le sujet sur la table, réclamant une reconnaissance plus directe et surtout une indemnisation individuelle des victimes de la domination japonaise. Le Japon lui oppose un argument simple, il a déjà payé. À l'époque, l'effort financier total atteignait tout de même 500 millions de dollars. Mais manifestement, l'argent n'a pas suffi à solder la mémoire. Il ne faut surtout pas minimiser l'impact de ces accords. Dans les années 1960, ces ressources ont joué un rôle clé dans la reconstruction de la Corée du Sud, en permettant au pays de rebâtir, d'investir et de doter sa population d'infrastructures essentielles. Ce n'était pas anodin, c'était un levier de redémarrage national. Voilà déjà 3 exemples concrets. Et oui, cette démarche algérienne risque d'en surprendre plus d'un en France. Mais il est important que nos amis français en aient pleinement conscience dans l'histoire récente. Certains États ont bel et bien assumé financièrement les conséquences des crimes qu'ils ont commis sur des territoires occupés de manière injuste, illégale, brutale, parfois même sanglante. Ce n'est ni une exception, ni une lubie isolée. Et parmi tous ces précédents, le plus emblématique, le plus massif aussi, reste celui qui lie l'Allemagne à Israël. Après la Seconde Guerre mondiale, après l'effondrement total du régime nazi, l'Allemagne renaissante, en particulier l'Allemagne de l'Ouest, a rapidement reconnu l'ampleur de sa responsabilité historique. Les crimes nazis, le génocide du peuple juif, la Shoah, tout cela a été assumé officiellement par le nouvel État allemand qui a choisi de ne pas détourner le regard. Dès le début des années 1950, l'Allemagne a choisi d'affronter son passé sans détour. Des discussions s'ouvrent alors avec l'État d'Israël, fondé en 1958, qui exige une reconnaissance claire et des compensations concrètes
pour les crimes subis par les Juifs d'Europe sous le régime nazi. Il ne s'agissait pas seulement d'un geste symbolique, mais d'une réponse politique et financière à l'horreur massacre de masse, persécution systématique et extermination orchestrée par l'idéologie hitlérienne et ses appareils de pouvoir. Ces négociations aboutissent à un texte majeur signé le 10 septembre 1952 au Luxembourg, d'où son nom resté dans l'histoire. Ce jour-là, le chancelier allemand Konrad Adenauer appose sa signature aux côtés de figures centrales du monde juif international, les dirigeants du Congrès juif mondial de la Jewish Claims Conference, ainsi que le ministre israélien des Affaires étrangères Moshe Sharett. 4 signatures pour un accord lourd de sens scellant une reconnaissance officielle et posant les bases d'un engagement inédit entre l'Allemagne d'après-guerre et le peuple juif. Ce texte signé au Luxembourg est aujourd'hui cité comme une référence absolue, un modèle même, probablement l'exemple le plus abouti jamais établi en matière de réparation financière, de compensation économique et de financement destiné à répondre à des crimes d'une gravité extrême, crimes contre l'humanité, génocide, destruction systématique d'un peuple. Dans le cadre de cet accord historique, l'Allemagne s'est engagée sans détour à verser une somme colossale, 3 milliards de marks. Oui, 3 milliards. Si l'on replace ce chiffre dans son contexte et qu'on le traduit en valeur actuelle, cela représente l'équivalent de 7 à 8 milliards de dollars aujourd'hui, un montant considérable pour l'époque. Dès 1952, ces fonds ont été transférés à Israël. Et l'effort ne s'est pas arrêté là. Berlin a ajouté par la suite près de 450 millions supplémentaires afin de soutenir la reconstruction des communautés juives dispersées à travers le monde. Une démarche financière lourde assumée et surtout inscrite dans la durée. Depuis la signature de l'accord du Luxembourg en 1952, l'engagement allemand ne s'est jamais interrompu. Année après année, Berlin continue de verser des fonds aussi bien aux institutions israéliennes qu'à de nombreuses organisations juives et fondations dédiées aux victimes du nazisme. Ce n'est pas un geste ponctuel, mais un mécanisme inscrit dans la durée, respecté sans discontinuité. Si l'on s'en tient uniquement au territoire allemand, les chiffres suffisent à illustrer l'ampleur de cet effort. Jusqu'au début des années 2020, l'Allemagne a consacré environ 2 milliards de dollars à des dispositifs d'indemnisation et de protection sociale destinés aux survivants de la Shoah. Entre 1952 et 2023, ces prestations ont représenté l'équivalent de 2 milliards de dollars versés directement aux victimes encore en vie. Mais cela ne concerne qu'une partie du tableau. Ces montants couvrent essentiellement les survivants établis en Allemagne et dans certains pays européens. Si l'on élargit la focale en incluant les communautés juives à l'échelle mondiale ainsi que l'État d'Israël, la somme totale versée par l'Allemagne depuis 1952 atteint une estimation vertigineuse près de 90 milliards de dollars. Un chiffre colossal difficilement contestable. Il faut le préciser, ce texte n'est ni obscur ni symbolique. L'accord du Luxembourg est public, consultable noir sur blanc sur le site officiel des Nations Unies. Un document dense, structuré long de 48 pages qui scelle un engagement juridique formel. Il lie l'État d'Israël à la République fédérale d'Allemagne, ce qu'on appelait alors l'Allemagne de l'Ouest. Et fait essentiel après la réunification allemande au début des années 1990, l'Allemagne réunifiée n'a jamais remis en cause cet engagement. Elle l'a poursuivi, assumé et respecté. Dans le cœur même de ce traité, les mots sont sans ambiguïté. Dès les premiers articles, l'État allemand s'engage explicitement à verser des sommes à Israël. Le principe est clair, la Nouvelle-Allemagne reconnaît les crimes contre l'humanité perpétrés par le régime nazi, assume sa responsabilité historique dans la tragédie de la Shoah et accepte les conséquences qui en découlent. Autrement dit, reconnaître ne suffit pas, il faut réparer. Et cet accord l'écrit noir sur blanc. Le texte va plus loin encore. Il affirme qu'Israël a porté un fardeau immense en accueillant et en réinstallant un nombre considérable de réfugiés juifs arrachés à leurs terres privées de ressources originaires d'Allemagne et d'anciens territoires sous domination allemande. À ce titre, l'État israélien a présenté une demande globale de compensation destinée à couvrir les coûts humains, sociaux et économiques engendrés par l'accueil de ces populations déplacées. Une logique assumée, structurée et pleinement intégrée au traité. En 1952, le message d'Israël à l'Allemagne était limpide. Le régime nazi avait anéanti des communautés juives entières à travers l'Europe. Et c'est Israël qui s'est retrouvé à devoir assumer l'après, accueillir les survivants, reconstruire des vies brisées, soigner les corps et les esprits, réinstaller des familles venues de Pologne, d'Ukraine, de l'ex-Union soviétique d'Europe de l'Est, mais aussi de France, de Belgique et d'autres pays d'Europe occidentale.
La logique était implacable puisque ces crimes avaient été commis par l'Allemagne nazie, l'Allemagne devait en assumer le coût. Accueillir, réparer, reconstruire tout cela avait un prix et ce prix devait être payé. Et Berlin a payé, pas symboliquement, pas à moitié. À ce jour, le total de ces engagements est estimé à environ 90 milliards de dollars. Un chiffre vertigineux qui donne la mesure de la responsabilité assumée. Dès lors, il faut le dire clairement, l'Algérie n'invente rien. Elle ne sort pas de nulle part. Elle n'est ni un cas isolé, ni une exception historique. Elle peut s'appuyer sur des précédents solides et documenter la Corée du Sud face au Japon, l'Allemagne face à la Namibie, l'Allemagne face à Israël pour légitimer sa demande de compensation financière adressée à la France. Le problème, c'est que l'addition promet d'être vertigineuse pour la France. On ne parle pas d'un conflit limité à quelques années ni d'un simple épisode militaire. Réduire la question à la seule guerre d'Algérie serait une erreur monumentale. La domination coloniale française s'est étendue de 1830 à 1962. Faites le calcul, plus d'un siècle, 132 années exactement. Une durée colossale, presque une éternité à l'échelle d'un peuple. Alors forcément, évaluer l'ampleur des pertes sur une période aussi longue devient un casse-tête. Comment chiffrer 132 ans de dégâts? Plusieurs hypothèses circulent, plusieurs méthodes sont envisagées, plusieurs scénarios sont sur la table. Dans une estimation dite moyenne, l'Algérie passerait tout au crible, vie brisée, analphabétisme imposé, maladies, violences systématiques, torture politique, d'arrachement aux terres, déplacement forcé de populations entières, expropriation massive, villes rasées pour laisser place à des centres urbains coloniaux. Tout cela ne relève pas de l'abstrait. Ce sont des pertes concrètes, lourdes, mesurables, des dommages matériels d'une ampleur considérable. Et il faut le dire, franchement, à un moment donné, on ne peut pas travestir la réalité. La vérité s'impose, qu'elle dérange ou non. Il faut le reconnaître, le débat n'est plus marginal. En France même, des historiens, des chercheurs, des intellectuels et des responsables politiques s'en emparent ouvertement. Un travail de fond est engagé pour regarder en face les dérives et les violences de la colonisation française. Ce n'est plus un tabou absolu. Effet marquant, le chef de l'État actuel, Emmanuel Macron, a franchi un seuil symbolique en qualifiant explicitement cette histoire de crime contre l'humanité. Mais qualifier un crime, ce n'est qu'un début. Un crime contre l'humanité laisse derrière lui des cicatrices profondes, des blessures morales, des traumatismes humains, des pertes économiques et des destructions bien réelles. En Algérie, cela se traduit par des vies brisées, une population fragilisée par la maladie des essais nucléaires, des corps mutilés, des torturés, des morts, et surtout des terres arrachées, un patrimoine urbain et culturel matériel comme immatériel méthodiquement détruit. Si l'on se livre à une évaluation honnête, l'ensemble de ces dommages pourrait raisonnablement être chiffré entre 200 et 300 milliards d'euros. Soyons clairs, ce chiffre correspond à une évaluation raisonnable. Si l'on décidait d'entrer dans le détail de tout comptabiliser ligne par ligne, la note pourrait facilement franchir le seuil des 1000 milliards de dollars. Mais soyons sérieux, ce scénario n'a aucune chance d'aboutir. Il ne faut pas se bercer d'illusions, la France ne paiera jamais une telle somme. Car pousser le raisonnement jusqu'au bout mènerait à une impasse. Calculer l'ensemble des destructions matérielles infligées à l'Algérie sur plus de 132 ans ferait exploser tous les plafonds. On dépasserait purement et simplement le produit intérieur brut français, autrement dit économiquement irréalisable. Et d'ailleurs, Paris a déjà son argument tout trouvé. Les autorités françaises pourraient répondre sans détour. Oui, il y a eu des violences, des massacres, une domination coloniale, mais nous avons aussi laissé derrière nous des infrastructures. Regardez Alger aujourd'hui. Une écrasante majorité du bâti, certains parlent de 80%, d'autres de 90% provient directement de l'époque coloniale. Même constat à Annaba, à Constantine. Routes, voies ferrées, bâtiments administratifs, quartiers entiers, ports maritimes en quittant l'Algérie. La France n'a pas tout rasé. Elle a laissé un héritage matériel conséquent des infrastructures au sens le plus concret du terme, et c'est précisément sur ce point que s'appuie son discours. Il faut aussi le rappeler, ces infrastructures n'avaient pas été pensées pour la population locale, mais avant tout pour servir les colons. Pourtant, au moment du départ, ce sont bien les Algériens qui en ont hérité. Dès lors, rien n'empêche d'intégrer cet élément, dans le calcul, évaluer la valeur de ces équipements, en estimer le coût, puis les déduire de la facture globale de la colonisation française.
C'est envisageable d'autant plus qu'encore une fois, cette loi a été adoptée sans être accompagnée d'un travail méthodologique sérieux. On aurait dû expliquer noir sur blanc comment chiffrer les réparations financières. C'est précisément pour cette raison qu'un scénario réaliste et honnête situerait les revendications algériennes dans une fourchette comprise entre 200 et 300 milliards d'euros. Aller au-delà n'aurait aucun sens. Exiger 1000 milliards d'euros de la France serait irréaliste, ne serait-ce que parce que le pays n'a pas tout détruit en quittant l'Algérie. Ports, chemins de fer, bâtiments administratifs, logements, quartiers entiers, rien n'a été entièrement rasé. La France est partie sans tout faire sauter. L'Algérie n'a donc pas émergé d'un champ de ruines absolu. Elle a récupéré un patrimoine matériel conséquent, des villes complètes, des réseaux d'infrastructures entiers et même certains biens situés sur le sol français qui ont été transférés à l'État algérien indépendant. Si l'on veut être cohérent jusqu'au bout, ces éléments peuvent effectivement être soustraits du montant global. Oui, on peut ajuster la note. Mais même après ces déductions, l'addition resterait particulièrement lourde. En toute honnêteté, le total final pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 200 et 400 milliards d'euros, une somme colossale impossible à balayer d'un revers de main. Il faut aussi regarder les chiffres en face. Une telle charge pèserait très lourdement sur l'économie française. Le produit intérieur brut de la France n'est pas extensible à l'infini et l'État français, sans surprise, opposera très probablement un refus net. À partir de là, une seule issue possible, l'ouverture de négociations. Des discussions longues complexes entre Alger et Paris. La vraie question est donc la suivante: l'Algérie disposera-t-elle de responsables capables d'imposer un rapport de force crédible et de convaincre la France d'accepter au moins sur le principe une compensation financière globale et complète? Tout dépendra du niveau de la compétence et de la solidité politique des dirigeants chargés de ce dossier, car quoi qu'on en pense, il faut garder les pieds sur terre. Regardons les chiffres froidement. La richesse nationale française tourne aujourd'hui autour de 2 520 milliards d'euros. À partir de là, réclamer entre 200 et 400 milliards d'euros, ce n'est pas anodin. Cela représenterait à lui seul près de 10 à 20% de la valeur créée par l'économie française sur une année entière. On parle donc d'un prélèvement massif, d'un choc budgétaire majeur. D'autant plus que la France n'arrive pas les poches pleines. Sa dette publique flirte déjà avec son propre PIB avoisinant les 3 000 milliards d'euros. Autrement dit, l'État vit déjà à crédit. Alors la question est simple: comment payer? En s'endettant encore davantage, en puisant dans des réserves limitées. Quoi qu'il en soit, honorer une telle somme impliquerait de sacrifier l'équivalent de 10 à 20% de sa richesse annuelle pour régler la note algérienne. Il existe toutefois une alternative inspirée de précédents historiques. À l'image de ce qu'a fait l'Allemagne, la France pourrait refuser un paiement immédiat et opter pour une solution étalée dans le temps. Un versement annuel inscrit dans la durée 30, 40, voire 50 ans. Une stratégie d'amortissement à long terme permettant à Paris de s'acquitter progressivement de ses obligations financières sans provoquer un séisme économique instantané. Avant toute chose, il faudrait réussir à forcer le verrou. Convaincre Paris, voire lui imposer le principe. Car la réaction française ne s'est pas fait attendre. Dès l'adoption de cette loi par le Parlement algérien, celle qui criminalise la période coloniale, la riposte officielle est tombée. Le ministère français des Affaires étrangères a qualifié le texte sans détour, une initiative jugée contraire aux intérêts de Français, perçue comme un acte d'hostilité assumé. Le Quai d'Orsay a donc haussé le ton. Rappelons-le clairement, pour la diplomatie française, cette démarche est explicitement hostile. Et d'un certain point de vue, leur raisonnement se tient. Derrière les mots, il y a une crainte très concrète: des indemnisations financières d'une telle ampleur pourraient tout simplement faire vaciller l'édifice économique français, car la France n'est pas dans une posture confortable. Sa situation budgétaire est déjà sous tension extrême, plombée par une dette massive. On ne parle pas de quelques milliards symboliques, mais d'un endettement qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. Plus précisément encore, la dette publique française atteint aujourd'hui environ 3,82 milliards d'euros. Dans ce contexte, chaque exigence supplémentaire ressemble à un risque majeur. Si Alger décidait d'exiger immédiatement entre 200 et 400 milliards d'euros, l'impact serait colossal. Un tel montant alourdirait mécaniquement la dette française d'au moins 5%, et encore dans l'hypothèse la plus modérée. Certes, des solutions existent étalement dans le temps: calendrier de paiement, marge de négociation. Mais soyons honnêtes, dans l'état actuel des choses, imaginer que Paris accepte une telle demande relève presque de la fiction politique.
Plus encore, il paraît tout aussi irréaliste d'espérer que la France reconnaisse spontanément la légitimité même de cette revendication. Dès lors, la balle est clairement dans le camp algérien. Aux dirigeants d'Alger de démontrer leur habileté, leur crédibilité et leur force de persuasion pour faire comprendre à la France qu'il ne s'agit pas d'un caprice politique, mais d'une exigence de justice et d'un passage obligé si l'on veut assainir durablement les relations entre les deux États. Et peut-être existe-t-il des leviers à activer. Les autorités algériennes pourraient par exemple remettre en question les accords de 1968 qui accordent aux ressortissants algériens certains avantages spécifiques en matière d'immigration en France. Leur abrogation pourrait devenir une carte stratégique, un moyen de pression en échange duquel Alger réclamerait des compensations financières pour l'ensemble des préjudices hérités de la période coloniale. Cette piste peut donc être envisagée au même titre qu'un levier politique parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, cette loi marque un tournant. Elle inaugure une séquence entièrement nouvelle dans la relation déjà complexe entre Alger et Paris. Mais soyons lucides, le texte tel qu'il existe aujourd'hui souffre de faiblesses évidentes. Il manque de précision, de cohérence, de solidité. Des clarifications s'imposent tout comme des ajustements indispensables afin de donner aux responsables algériens les moyens de structurer leur discours et de se préparer sérieusement à un bras de fer avec leurs homologues français. Car en face, la position est déjà figée. Les autorités françaises l'ont dit sans détour, il n'est pas question pour la France de verser le moindre centime à l'Algérie. Le décor est planté. On se dirige donc vers une confrontation politique majeure, une controverse profonde, qui exigera beaucoup de pédagogie, de transparence et d'explication. Des deux côtés, cela supposera des élites capables de dépasser les réflexes, de faire preuve de maturité, de lucidité et surtout d'honnêteté. Car tôt ou tard, ce passé devra être réglé. Il faudra bien en tirer un bilan soldeur, les comptes de l'histoire, et regarder ce qui a été fait ailleurs, notamment l'exemple allemand, pour avancer. Fermer définitivement le chapitre de la colonisation n'est pas un luxe moral, c'est une nécessité. Un passage obligé pour apaiser des blessures encore ouvertes, des crimes jamais vraiment digérés, et une mémoire qui continue aujourd'hui encore d'alimenter la douleur et l'incompréhension.